Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va essayer de voir une série des exercices concernant la dualité et l'analyse post-optimale ou bien l'analyse de sensibilité. Donc cette série d'exercices contient un ensemble d'exercices dans lesquels on va essayer de voir, dans le premier, comment élaborer un programme dual associé à un programme primal. L'exercice 2, on va voir comment vérifier l'optimalité d'une solution en utilisant la notion de dualité. Alors l'exercice 3, en appliquant le théorème des écarts complémentaires, on va voir comment déduire la solution euh, optimale du primal à partir du dual et vice-versa. Le quatrième exercice concerne l'analyse post-optimale pour un problème de maximisation. Et dans le dernier exercice, on va voir l'analyse post-optimale pour un problème de minimisation. Donc, on commence le premier exercice. Alors, la question est la suivante. Formuler le programme, ou bien le problème dual de chacun des programmes linéaires suivants. Donc, on a des problèmes euh, mixtes, alors, c'est-à-dire des contraintes de type inférieur, supérieur, des égalités, des variables de décision quelconques, des variables de décision supérieures, et parfois inférieures. Donc, on va essayer de la méthode à suivre et la démarche à suivre pour élaborer le dual d'un programme primal. Donc, on commence par le premier programme. Donc, en se basant toujours sur le tableau suivant, on va faire un petit rappel de ce tableau. Alors, on a un problème de maximisation pour un problème vers un problème de minimisation. Le nombre de contraintes, ça devient le nombre des variables de décision. Et le nombre des variables de décision, ça devient le nombre de contraintes. Donc, pour le premier programme, on a un programme avec trois variables de décision. Donc, dans le dual, les trois variables de décision se transforment en trois contraintes. Et on a un programme à trois contraintes. Donc, les trois contraintes se transforment en trois variables de décision dans le dual. Et bien sûr, le sens d'optimisation est inversé. Donc, si on parle d'un programme primal de maximisation, donc on trouve un programme de minimisation dans le dual. Donc, on commence le premier programme. Donc, c'est la première des choses. On inverse les coefficients de la fonction objective. Ça devient le second membre. Voilà. Donc, 2, 4, 3, ce sont les seconds membres. Après, le second membre de programme primal, ça devient les coefficients de la fonction objective dans le dual en inversant le sens d'optimisation. Donc, au lieu de maximiser, on a minimisé V égale 60Y1 plus 40Y2 plus 80Y3. Alors, une fois on a inversé les coefficients de la fonction objective et le second membre, maintenant on passe à faire la matrice, la transversale ou bien la transposée de la matrice des contraintes. Donc on a 3y1 plus 2y2 plus y3. Deuxième contrainte, c'est 4y1 plus y2 plus 3y3. Et ainsi de suite. Après, on passe à la troisième étape, c'est de déterminer le signe des contraintes et le signe des variables de décision. Alors, le signe des contraintes dans le dual est déterminé par le signe des variables de décision dans le primal. Donc, on passe d'un problème de maximisation à un problème de minimisation. Donc, voilà, type de variable de décision. La première variable de décision supérieure à 0. Donc, dans la première contrainte dual, il faut garder le même signe, donc supérieur à 2. La même chose pour deuxième variable de décision, elle est supérieure à 0, donc toujours type de variable de décision pour un problème de maximisation vers le type de contrainte vers un problème de minimisation. Donc supérieur, ça devient, ou bien ça reste toujours supérieur pour la deuxième contrainte. Après, pour troisième variable de décision, la même chose pour la troisième contrainte. Alors maintenant, on passe à comment déterminer le signe des variables de décision. Donc, ce qui détermine le signe des variables de décision dans le dual, c'est le signe des contraintes dans le primal. Donc, on a le type de contrainte, c'est égal égalité, alors ça devient quelconque, inférieur, supérieur, et supérieur, ça devient inférieur. Donc, la première des choses, on a dans la première contrainte, le signe inférieur ou égal. Donc, ça devient supérieur ou égal. Donc, inférieur, pour le type de contrainte, ça devient supérieur. Donc, on a supérieur ou égal. Deuxième chose, la même chose pour la deuxième variable de décision.
Alors, deuxième contrainte, inférieure, ça devient supérieur. Inférieur, ça devient supérieur. Et on obtient le dual suivant. Alors, on passe au deuxième programme. Alors, on a un programme de maximisation, contrainte de type supérieur, égalité inférieure, avec variable de décision x1 quelconque. Alors, on n'a pas mentionné le signe, c'est-à-dire quelconque. Donc, la première des choses, voilà, on inverse les coefficients de la fonction objectif et les seconds membres, on fait transposer de la matrice. Après, on passe à déterminer le signe. Donc, la première des choses. Alors, on a ce qui détermine le signe de la première contrainte duale, c'est le signe de la première, ou bien de la première variable de décision dans le primal. Donc, on a la première variable de décision quelconque. Donc, c'est quelconque, ça devient égalité. Donc, on a fait égal. Alors, deuxième contrainte, ce qui détermine le signe de la deuxième contrainte duale, c'est le signe de la deuxième variable de décision dans le primal. Donc, supérieur, ça reste toujours supérieur. Donc, c'est ce qu'on a fait, supérieur. Troisième variable de décision supérieure, donc la troisième contrainte supérieure au égal à moins 2. Alors, pour déterminer le signe des variables de décision dans le dual, donc on inverse les signes des contraintes dans le primal. Donc, la première des choses, on a supérieur, donc ça devient inférieur. Égalité, ça devient quelconque. Inférieur, ça devient supérieur. Alors maintenant, on passe à l'exercice, ou bien au programme 3. Donc, on a un programme de maximisation des x1 plus 14x2 sous trois contraintes et deux variables de décision. Donc, on procède toujours de la même manière. On inverse le sens d'optimisation, le sens d'optimisation. Alors, maximiser, ça devient minimiser. Alors, le deuxième membre, ça devient les coefficients de la fonction objectif. Voilà, le coefficient de la fonction objectif, ça devient second membre. On fait la transposée de la matrice et on obtient le programme suivant. Alors, en ce qui concerne le signe des contraintes, donc x1 supérieur, x2 supérieur. Donc, première contrainte supérieure, supérieure. Voilà, on ne change pas de signe si on passe type de variable de décision pour un problème de maximisation vers type de contrainte pour un problème de minimisation. Après, comment déterminer le signe des variables de décision? On inverse le signe des contraintes. Supérieur, ça devient inférieur. Supérieur, ça devient inférieur. Et inférieur, ça devient supérieur. On passe au dernier programme. Donc, toujours en procédant de la même manière, on trouve le résultat suivant. Alors, on a un programme avec trois variables de décision. Alors, première variable de décision x1 et x3 quelconque. Et on a x2 supérieur ou égal à 0. Donc, on procède toujours de la même manière. Donc, puisque la première variable de décision dans le primal est quelconque, donc cela influence première contrainte par une égalité. Alors, x2 supérieur, alors, toujours reste le même symbole. x3 quelconque, ça devient égalité. Après, on inverse tous les symboles des contraintes concernant les variables de décision du dual. Donc, inférieur, c'est supérieur. Égalité, c'est quelconque. Supérieur, ça devient inférieur. Donc, en se basant sur ce tableau, alors vous pouvez associer le programme dual à n'importe quel programme primal. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, en ce qui concerne l'exercice numéro 2, alors on vous demande d'appliquer le théorème des écarts complémentaires pour vérifier l'optimalité de la solution proposée dans les deux programmes ci-dessous. Donc, on vous propose un programme et après, on vous propose une solution. Et on vous demande de vérifier l'optimalité de la solution proposée. Est-ce que la solution proposée est optimale? Oui, oui ou non. Alors, on a deux programmes. Alors, on va essayer d'étudier chaque programme en détail. Alors bien sûr, pour vérifier l'optimalité d'une solution, alors on va utiliser la notion de dualité. Donc on a programme de maximisation avec l'ensemble des contraintes et voilà la solution à proposer, la valeur de x1, x2, x3, x4 et x5. Donc alors pour tester l'optimalité ou bien vérifier l'optimalité dans une solution, alors on procède comme suit. Alors la première des choses, alors on va écrire le dual de ce programme. Alors, en appliquant les mêmes règles qu'on a vues précédemment, voilà le programme dual de programme initial primal. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de vérifier la saturité des contraintes
dans le primal. Donc, en remplaçant les valeurs de x1, x2, x3, x5 dans les contraintes. Donc, on remarque que, voilà, la première contrainte est saturée, deuxième contrainte est saturée, mais la troisième contrainte n'est pas saturée. Donc, la troisième contrainte du programme primal n'est pas saturée. Donc, la variable dual associée à la troisième contrainte du primal est nulle. Et c'est quoi la variable dual associée? C'est y3, puisqu'on parle de la troisième contrainte. Donc, y3 égale 0. Voilà, c'est la première étape. Après, alors, d'autre part, les variables x2, x3 et x4. Alors, x2 égale à 4 sur 3, x2 2 sur 3 et x3 égale à 5 sur 3. Alors, sont strictement positifs. Alors, ce qui implique que deuxième et troisième et quatrième, deuxième, troisième et quatrième contraintes du dual sont saturées. Alors, et on obtient donc le système suivant. Deuxième contrainte, troisième et quatrième. Alors, ce sont deux contraintes saturées. Pourquoi? Car les variables associées dans le programme primal est strictement positif. Alors, une fois on obtient le système suivant, et comme y3 égale à 0, donc le système devient 3y1 plus 2y2 plus y4 égale à 6 et ainsi de suite pour les autres contraintes. Donc, on peut maintenant facilement trouver y1 et y2 en faisant les opérations nécessaires et on trouve y1 égale à 1, y2 égale à 1, y4 égale à 1. Et bien sûr, on a déduit que y3 égale à 0. Voilà, alors, pour décider est-ce que la solution proposée initialement est optimale ou non, donc cette solution ne satisfait pas la dernière contrainte. Alors, la solution qu'on a trouvée pour l'odial, alors, ne satisfait pas la dernière contrainte optimale, ou bien la solution proposée n'est pas une solution optimale pour le programme primal. Voilà, alors maintenant on va voir le deuxième programme. Alors en procédant par les mêmes étapes et la même démarche. Donc le dual du programme proposé est le suivant. Alors par la suite, on va essayer de remplacer les valeurs des variables de décision x1, x2, x3, x4, x5, x6 dans les contraintes primales et chercher les contraintes marginales ou bien les contraintes non saturées. Alors on remarque que la troisième, quatrième et la sixième contrainte du programme primal ne sont pas saturés. Troisième, quatrième, sixième. Donc, ce qui donne que y3, y4 et y6 égale à 0. Voilà, c'est la première des choses. Après, on a x2, x3 et x6 sont supérieurs strictement à 0. Alors, ce qui implique que troisième, quatrième et sixième contraintes du dual sont saturées. Et on obtient le système suivant. Donc, troisième, quatrième et sixième contraintes duales sont saturées. Et bien sûr, comme y3, y4 et y6 sont égales à 0, donc on simplifie le système pour obtenir ou bien trouver le système suivant à résoudre pour trouver les valeurs de y1 égale à 1 demi, y2 3 sur 2, y5 égale à 3 sur 2 avec y3, 4, y6 sont nuls. On remplace les valeurs de variables de décision du dual dans les contraintes pour vérifier est-ce que les contraintes sont satisfaites ou non. Alors la solution satisfait toutes les contraintes du programme dual. Donc la solution proposée est une solution optimale. Voilà, alors maintenant on va voir l'exercice numéro 3. Donc on considère programme suivant, on a un programme de minimisation avec trois variables de décision et de contraintes. Donc la première des choses, alors on vous demande d'écrire le dual de ce programme linéaire. C'est la première question. Après deux, trouver la solution optimale du dual. Et par la suite, déduire la solution optimale du primal. Donc on a un programme de minimisation. Si on veut résoudre un programme de minimisation, donc on va ajouter les variables de surplus, les variables artificielles, appliquer la méthode simplex. Donc ça demande énormément de temps. Donc on va essayer de voir une autre solution alternative en passant par la notion de dualité. Donc on va essayer d'élaborer le programme dual. On va essayer de résoudre le programme dual afin de trouver la solution optimale et par la suite déduire la solution du dual, la solution du primal à partir du dual. Voilà. Donc, la première des choses, le dual du programme est le suivant.
Donc on a un programme à trois variables de décision. Donc ça devient dans le dual trois contraintes. Et deux contraintes, ça donne deux variables de décision dans le dual. Donc on a un problème de maximisation facile et simple à résoudre à deux variables de décision. Donc soit on utilise la méthode graphique, soit on utilise la méthode simplex. Donc la résolution graphique ou la méthode simplex du programme dual permet d'obtenir la solution y1 égale à 9 sur 8, y2 égale à 5 sur 8. Donc on procède de la même manière vue précédemment dans l'exercice 2. Donc en appliquant le théorème, ou bien en appliquant le théorème des écarts complémentaires, alors on peut déduire la solution optimale du primal comme suit. Alors déjà, si on remplace la valeur de y1 et y2 dans le programme dual, alors on trouve que la troisième contrainte n'est pas saturée. Alors, ce qui implique que la variable primale correspondante est nulle. Donc, troisième contrainte, donc x3 est égal à 0. Donc, on a y1 supérieur strictement à 0 et y2 supérieur strictement à 0. Donc, la première et la deuxième contrainte du primal sont saturées. Première et deuxième contrainte primale sont saturées. Et comme x3 égale à 0, donc on trouve le système suivant, facile à résoudre, pour trouver x1 égale à 7 sur 2 et x2 égale à 9 sur 4, x3 égale 0. Donc on a essayé de résoudre un problème de minimisation. Alors sans passer par la méthode simplex qui demande énormément de calcul par l'introduction des variables de surplus, les variables artificielles, changer la base, appliquer les règles de pivotage, etc., etc. Donc on a passé par la notion de dualité pour déduire la solution optimale. Alors, on passe à l'exercice numéro 4. Donc, on considère le programme suivant. On a un programme de maximisation. Alors, la première des choses, on vous demande de résoudre le programme ci-dessus. C'est la première des choses. Après, déterminer l'intervalle d'optimalité dans lequel le coefficient de la variable x2, alors le coefficient de la variable x2 c'est 7, dans la fonction objectif peut varier sans que la solution optimale change. Donc, on va chercher c'est quoi l'intervalle d'optimalité du coefficient x2 pour que la solution reste stable. Et comme troisième question, on vous demande de déterminer le domaine de validité du second membre de la deuxième contrainte. Donc de même pour la deuxième contrainte, on va essayer de chercher c'est quoi l'intervalle de réalisabilité ou bien le domaine de validité de second membre de la deuxième contrainte. Voilà, donc on commence. Donc la résolution simplex du programme alors suivant permet d'obtenir le résultat x1 égale à 10, x2 égale à 0 et x3 égale à 45. Alors, je n'ai pas présenté les différentes étapes et démarches à suivre puisque c'est le même exercice série 2. Donc, j'ai essayé juste de faire noter le tableau pour l'utiliser dans le troisième, ou bien deuxième et la troisième, dans la deuxième et la troisième question. C'est ce qui m'intéresse le plus dans cet exercice, c'est l'analyse de sensibilité et l'analyse post-optimale, mais bien sûr en se basant sur le tableau simplex. Voilà, donc on a trouvé la solution. x1, x2 et x3, et la valeur de z est égale à 420. Alors maintenant, on va chercher c'est quoi l'intervalle d'optimalité pour deuxième coefficient de la fonction objectif. Donc on a déjà le coefficient de la fonction objectif, c'est 7. Donc on va essayer de chercher l'intervalle d'optimalité qui est égal à 7 plus delta. Donc on va chercher la valeur de delta et après par la suite on va déduire l'intervalle d'optimalité pour le deuxième coefficient. Donc la méthode à suivre est la suivante en se basant sur le tableau simplex. Donc on remplace le coefficient, l'ancien coefficient 7 par 7 plus delta. Alors pour le deuxième, bien pour la deuxième, c'est le deuxième coefficient de la deuxième variable de décision. Et on fait les calculs. Donc, puisque x2 est une variable toujours hors base, donc cela n'affecte pas trop notre tableau simplex initial, sauf que pour
la colonne x2. Alors, la nouvelle valeur de ci moins zi, ça devient moins 6 plus delta. Donc, 7 plus delta moins 13, ça donne moins 6 plus delta. Donc, afin de garder la même solution optimale, alors toujours pour un problème de maximisation, il faut que les coefficients de la dernière ligne soient tous positifs, pardon, soient tous négatifs ou nuls. Donc, moins 6 plus delta va être inférieur ou égal à 0. Et on trouve delta inférieur ou égal à 6. Donc, ce qui est donc C2 prime doit être inférieur ou égal à 13, donc 6 plus 7, l'ancien coefficient. Et on peut déduire l'intervalle d'optimalité qui est égal à 0, 13. Donc, si on prend comme coefficient de la deuxième variable de décision une valeur comprise entre 0 et 13, alors cela n'affecte pas la solution optimale x1, x2, x3. Voilà, alors maintenant on va étudier l'intervalle de réalisabilité ou bien le changement de second membre de la deuxième contrainte, ou bien ce qu'on appelle le domaine de validité. Alors B2' est égal à B2 plus delta, sachant que B2 est égal à 120. C'est le second membre de la deuxième contrainte. Donc on procède comme suit. Donc déjà on s'intéresse à la deuxième contrainte. Donc la première des choses, il faut chercher et identifier c'est quoi la variable d'écart correspondante à la deuxième contrainte, puisqu'on a un programme à trois variables de décision, donc x1, x2 et x3. Donc x4 concerne la première contrainte, x5 ça concerne la deuxième contrainte. Et puisqu'on a des contraintes de type inférieur ou égal, donc on va appliquer BI plus x5 delta. Donc 45 moins 1 sur 4 delta. 10 plus 1 demi delta. Et 45 moins 1 sur 4 delta. Et bien sûr, on fait les calculs pour ZI. Alors, le terme suivant fois 0, plus le terme suivant fois 6, et ainsi de suite pour trouver 420 plus 5 delta. Pour que la solution reste optimale, alors il faut que 45 moins 1 sur 4 delta supérieur ou égal à 0. Et de même pour 10 plus 1 demi delta supérieur ou égal à 0. Donc pour la troisième expression est la même que la première. Donc on va déduire delta compris entre moins 20 et 100 et 180. Et on peut déduire par la suite, c'est quoi le domaine de validité? Alors B2'. Et on trouve que B2' est compris entre 100 moins 20 plus 120 et 300, 180 plus 120. Donc le domaine de validité de B2 est égal à 100, 300. Voilà, maintenant on passe à l'exercice 5. Donc on considère un problème maintenant de minimisation. Donc on a quatre questions. Donc la première question, c'est résoudre le programme suivant en utilisant la méthode simplex. Alors, 2, appliquer l'analyse post-optimale pour déterminer l'intervalle d'optimalité du coefficient x2. On va chercher cette fois l'intervalle d'optimalité de x2. 3, appliquer l'analyse post-optimale pour déterminer le domaine de validité de second membre de la première contrainte. Voilà, on va s'intéresser à la première contrainte. Juste une remarque qu'on va traiter dans cet exercice, les contraintes du type supérieur ou égal. Donc la formule change. Et 4, étudier l'effet du changement de la contrainte 2x1 plus 2x2 plus x3 supérieur ou égal à 6 par 2x1 plus 2x2 par plus 2x3 supérieur ou égal à 6. Donc, on commence. La première question. Alors, la première des choses, c'est la résolution simplex. Donc, on a un programme de minimisation. Donc, on va introduire la première des choses, les variables de surplus, et après, les variables artificielles. Donc, le premier tableau simplex est le suivant. Les variables de base T1, T2. Pour faire sortir les variables artificielles avant d'atteindre la solution optimale, on a attribué le coefficient m à T1 et m à T2. Alors voilà les variables hors base. Alors on applique les règles d'itération, alors vues précédemment, pour aboutir à la solution optimale
pour un problème de minimisation. Donc on va chercher, c'est quoi le pivot. Donc le pivot, c'est l'intersection de la colonne pivot et la ligne pivot. Donc la colonne pivot, ou bien la variable entrante, c'est la variable pour un problème de minimisation avec la plus petite valeur négative. Donc on a 4 moins 4m, puisque m c'est une grande valeur. Donc on a trouvé que le pivot est égal à 2. Après, on applique les mêmes règles d'itération vues précédemment. Donc on va essayer d'appliquer les règles de pivotage, c'est-à-dire de rendre le pivot égal à 1, et ainsi de suite. Donc on trouve le tableau suivant. Donc, une fois une variable artificielle sort de la base, on l'écrase par la suite dans nos tableaux simplex. Donc, on va chercher à nouveau le pivot. Alors, on a trouvé le pivot maintenant égal à 1, c'est-à-dire la variable entrante cette fois est x1 et la variable sortante c'est x2. On applique les mêmes règles vues précédemment et on trouve le tableau suivant. Donc, le critère d'arrêt est satisfait. Les coefficients de la dernière ligne sont tous positifs ou nuls pour un problème de minimisation. Donc, la solution optimale est la suivante. x1 égale à 1, x2 égale à 2, et x3 est égal à 0. Avec z égale 11. Voilà. Alors, on a trouvé la solution optimale. Alors maintenant, on va passer à la deuxième et la troisième question pour appliquer l'analyse post-optimale afin de déterminer l'intervalle d'optimalité et le domaine de validité. Donc, appliquer l'analyse post-optimale pour déterminer l'intervalle d'optimalité du coefficient x, x2. Donc, voilà notre tableau simplex final. Donc, on procède de la même manière. Donc, on va étudier, ou bien on va chercher l'intervalle d'optimalité de x2. Alors, C2' est égal à quoi? L'ancien coefficient, c'est 4, donc plus delta à chercher. Donc, on applique les mêmes règles. Donc, on change le coefficient x2. x2, c'est le coefficient de x2, ça devient 4 plus delta. 4 plus delta. On applique les mêmes règles vues précédemment pour trouver la ligne ZI, SCI moins ZI. Alors, pourquoi la solution reste optimale? Alors, maintenant, cette fois, pour un problème de minimisation, il faut que 2 moins 3 delta, 1 plus delta et 1 moins 1 demi delta doivent être supérieurs ou égal à 0, contrairement au problème de maximisation. Donc, on peut déduire delta, y compris entre moins 1 et 2 sur 3. Donc, l'intervalle d'optimalité, on ajoute 4 pour trouver que l'intervalle d'optimalité de deuxième coefficient x2 est égal à 3, 14 sur 3. Alors, troisième question. Maintenant, on va chercher c'est quoi l'intervalle de réalisabilité ou bien le domaine de validité concernant la première contrainte. Donc, on va étudier les variations de second membre de la première contrainte. Donc, on procède comme suit. Alors, on va essayer de changer la règle puisqu'on a des contraintes de type supérieur ou égal. Donc, au lieu de BI prime, ça devient BI plus. Au lieu de plus, on va faire le moins. Donc, BI moins. Déjà, on s'intéresse à la première contrainte. Donc, il faut chercher c'est quoi la variable d'écart correspondante à la première contrainte. Donc, c'est x4. Donc, c'est BI moins x4 delta. 2 moins moins, ça devient plus delta. 1 moins 1 delta, donc 1 moins delta. Pour que la solution reste optimale, alors il faut que 2 plus delta, 1 moins delta doivent être supérieur ou égal à 0. On peut déduire delta compris entre moins 2 et 1. Donc le domaine de validité, c'est 5 plus moins 2, ça devient 3. Et 5 plus 1 et 6. Donc l'intervalle de réalisabilité ou bien le domaine de validité est égal à 3, 6. Alors, la dernière question, c'est étudier l'effet du changement de la contrainte 2x1 plus 2x2 plus x3 supérieur ou égal à 6 par 2x1 plus 2x2 plus 2x3 supérieur ou égal à 6. Donc, alors la modification est faite au niveau du coefficient de x3 dans la deuxième contrainte. Donc, c'est-à-dire que ce coefficient alors, est susceptible de varier d'une valeur delta. Mais cette variation n'affecte pas l'optimum. Alors, et la solution optimale reste stable. Alors, pourquoi? Car x3 est une valeur, ou bien est une variable hors base
à l'optimum. Alors, on atteint la solution optimale et x3 est une variable hors, hors base. Donc, cela n'affecte pas notre solution optimale et reste stable. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette série d'exercices concernant la dualité et l'analyse post-optimale ou bien l'analyse de sensibilité. Donc je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et bienvenue à vos remarques, propositions et suggestions.